Avez-vous déjà ressenti ce frisson inexplicable lorsque vous marchiez seul la nuit? Ou bien aviez-vous le sentiment d'être observé, même quand il n'y avait personne autour? C'était peut-être juste son imagination, ou peut-être pas. Au Japon, ces sensations prennent forme et nom. Ce sont les yokai, des créatures surnaturelles qui habitent les forêts, les rivières, les montagnes et même les villes. Certains sont ludiques, d'autres dangereux, mais ils portent tous un mystère qui traverse les générations. Des renards magiques qui prennent forme humaine, des esprits zélés qui testent le courage des voyageurs et des démons impitoyables qui punissent les cupides. Ces histoires ne sont pas seulement des mythes anciens, elles parlent de nous, de nos peurs et de la façon dont nous gérons l'inconnu. Mais que se passerait-il si les monstres d'aujourd'hui n'avaient ni griffes ni crocs? Et si le véritable surnaturel se trouvait dans l'ombre de notre propre esprit, dans les défis que nous évitons d'affronter ou dans les incertitudes que nous essayons d'ignorer? Si vous voulez comprendre pourquoi ces légendes sont encore vivantes aujourd'hui et comment elles peuvent nous apprendre quelque chose sur le monde moderne, regardez jusqu'à la fin. Ces récits sont bien plus que du folklore. Ils recèlent des secrets qui font encore partie de nos vies. Maintenant, découvrons ensemble qui sont les yokai et ce qu'ils peuvent nous révéler sur nous-mêmes. Chapitre 1. Que sont les yokai? Imaginez vivre dans un monde où la frontière entre la réalité et la fantaisie est presque invisible. Un monde où chaque rivière peut cacher un esprit, chaque forêt peut abriter un être mystique et chaque ombre peut avoir des yeux qui observent. Au Japon, cette idée n'était pas seulement une superstition, c'était une façon de comprendre l'inexplicable. Les yokai sont des créatures surnaturelles du folklore japonais, mais ils ne se limitent pas aux démons ou aux fantômes effrayants. Il peut s'agir d'esprits malicieux, de protecteurs de lieux sacrés ou d'entités qui défient notre compréhension. Certaines de ces figures ont émergé pour expliquer des phénomènes étranges, comme des bruits mystérieux dans la nuit ou des disparitions inexpliquées. D'autres sont devenus des symboles de peur collective, une façon de mettre un visage sur les incertitudes et les dangers du monde. Mais arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Combien de fois créons-nous nos propres monstres? Parfois, les plus grands yokai ne sont pas ceux des légendes, mais les peurs que nous nourrissons dans nos esprits. La peur de l'échec, du jugement, du changement. La différence est que, dans la mythologie japonaise, de nombreux yokai pouvaient être apaisés ou même vaincus. Et dans la vraie vie, cela ne fonctionne-t-il pas de la même manière? Dans les prochains chapitres, nous rencontrerons certains des yokai les plus fascinants et découvrirons ce qu'ils représentent non seulement pour le Japon, mais pour chacun d'entre nous. Chapitre 2. Kitsune, les renards magiques et les secrets de l'illusion. S'il existe une créature dans le folklore japonais qui porte à la fois mystère et fascination, c'est le kitsune. Un simple renard pour certains, mais pour ceux qui connaissent ces histoires, elle est bien plus que cela. Les kitsune sont des êtres surnaturels connus pour leur intelligence et leur capacité magique, en particulier la capacité de se transformer en humain. On dit qu'à mesure qu'ils grandissent et gagnent en sagesse, de nouvelles queues leur poussent, et un kitsune à 9 queues est considéré comme une entité presque divine. Certains sont bienveillants, servant la divinité Inari en tant que messager et protecteur. D'autres, en revanche, utilisent leur pouvoir pour tromper, séduire et manipuler ceux qui croisent leur chemin. Mais arrêtons-nous et réfléchissons. Combien de fois, dans notre vie quotidienne, nous laissons-nous emporter par des illusions, que ce soit par de fausses promesses ou des images que nous projetons sur les autres, ou même sur nous-mêmes. Nous créons des masques pour paraître plus confiants, nous cachons nos faiblesses pour ne pas paraître vulnérables, et, sans nous, en rendre compte, nous devenons comme les kitsune, des maîtres de la transformation. Dans l'ancien Japon, des histoires racontaient que des hommes tombaient amoureux de belles femmes, pour découvrir des années plus tard qu'elles étaient mariées à un renard déguisé. Cela nous fait réfléchir. Combien de fois avons-nous été enchantés par quelque chose sans voir ce qu'il y a réellement derrière? Combien de fois faisons-nous confiance aux apparences sans rechercher la vérité? Kitsune nous apprend que tout n'est pas ce qu'il paraît, mais il nous rappelle également que le changement et l'adaptation font partie de la vie. La question est, adoptons-nous de nouvelles formes pour grandir, ou nous cachons-nous simplement derrière des illusions? Dans les prochains chapitres, nous rencontrerons d'autres créatures qui, comme les kitsune,
défient notre perception et nous font questionner le monde qui nous entoure. Chapitre 3. Tengu. Les gardiens scellés et la fierté qui bascule. Dans les montagnes denses et mystérieuses du Japon, on dit que vivent les Tengu. Des êtres ailés, mi-hommes, mi-oiseaux, connus à la fois pour leur sagesse et leur tempérament, imprévisibles. Certaines légendes disent qu'ils sont des protecteurs des forêts et des maîtres des arts martiaux. D'autres les décrivent comme des êtres arrogants, qui défient même les dieux par pure fierté. Les Tengu étaient considérés comme les gardiens des temples et des arts secrets des samouraïs. On dit que de nombreux guerriers se sont aventurés dans les montagnes sacrées pour apprendre d'elles, mais seuls ceux qui ont fait preuve d'humilité ont pu être formés. Si un apprenti arrivait plein de lui-même, croyant qu'il savait déjà tout, le Tengu l'humiliait sans pitié. Pour eux, le plus grand ennemi d'un guerrier n'était pas l'épée de l'adversaire, mais son propre ego. Et si nous y réfléchissons, cette idée n'est pas si éloignée de notre monde. Combien de fois pensons-nous en savoir plus que ce que nous savons réellement? À quelle fréquence l'orgueil nous empêche-t-il d'apprendre quelque chose de nouveau, d'admettre une erreur ou de demander de l'aide? Nous vivons à une époque où la connaissance est à notre portée, mais aussi où beaucoup de gens se renferment dans leur propre certitude. Le Tengu représente ce risque, le danger de croire que nous avons déjà atteint le sommet, alors qu'en fait, nous avons encore un long chemin à parcourir. Il nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans le fait de montrer sa supériorité, mais dans la reconnaissance de nos propres limites. À la fin, ceux qui refusent d'apprendre, qui cèdent à l'arrogance, tomberont, tout comme les Tengu déchus de la légende, qui ont perdu leurs ailes et ont été condamnés à errer comme des ombres d'eux-mêmes. Dans les prochains chapitres, nous rencontrerons des créatures encore plus énigmatiques et comprendrons comment le surnaturel reflète des aspects profonds de notre propre existence. Chapitre 4. Oni. Le sombre reflet de nos peurs. Grands, féroces et implacables, les Oni sont peut-être les créatures les plus redoutées du folklore japonais. Représentés comme des démons géants, à la peau rougeâtre ou bleue, aux cornes, acérés et au regard menaçant, ces êtres sont des symboles de chaos et de destruction. Mais sont-ils simplement des monstres, ou représentent-ils quelque chose de plus profond? Dans la tradition japonaise, les Oni n'apparaissent pas de nulle part. De nombreuses légendes racontent qu'ils étaient autrefois humains, mais qu'ils sont devenus des démons au fil du temps, corrompus par leur propre mal ou par le poids de leurs péchés. D'autres rapports parlent de personnes qui, consumées par la haine, l'envie ou la vengeance, finissent par se transformer en ces créatures. En bref, les Oni ne viennent pas de l'extérieur. Ils naissent en nous. Et si nous regardons nos propres vies, ne créons-nous pas notre propre Oni? Lorsque nous laissons la colère contrôler nos actions, lorsque nous nourrissons du ressentiment ou lorsque nous laissons la peur nous rendre agressifs, nous donnons forme à ces monstres intérieurs. Combien de fois voyons-nous des gens devenir amers parce qu'ils n'ont jamais affronté leur traumatisme? À quelle fréquence la douleur non résolue se transforme-t-elle en destruction? Au Japon, il existe un festival appelé Setsubun, où les gens jettent des graines de soja pour éloigner les Oni et porter chance. Mais que se passerait-il si, au lieu de repousser nos démons intérieurs, nous apprenions à les reconnaître, et si, au lieu d'ignorer nos ombres, nous avions le courage de les affronter? Les Oni nous rappellent que nous avons tous un côté sombre en nous. La différence réside dans celui qui laisse cette obscurité prendre le dessus et celui qui apprend à la contrôler. Dans les prochains chapitres, nous rencontrerons d'autres êtres énigmatiques et découvrirons comment ces légendes font encore partie de nos vies de manière inattendue. Chapitre 5. Yurei. Les esprits qui ne partent jamais. Peu de choses suscitent autant de peur et de curiosité que l'idée d'un esprit errant parmi les vivants. Au Japon, ces esprits sont appelés yurei, des âmes coincées entre ce monde et le suivant, incapables de se reposer. Contrairement aux yokai, qui peuvent être à la fois joueurs et dangereux, les yurei sont toujours le signe de quelque chose d'inachevé, une douleur qui n'a pas été résolue, une promesse qui n'a pas été tenue ou un destin qui a été interrompu avant l'heure. Les histoires les plus connues sur Yurei racontent des personnages pâles vêtus de kimono blanc, la couleur du deuil au Japon. Leurs cheveux sont détachés, leurs yeux expriment la tristesse ou la fureur, et leurs pieds ne touchent souvent même pas le sol.
Ils ne sont pas là par hasard, ils ont été trahis, injustement tués ou n'ont tout simplement pas pu accepter leur départ. Ils reviennent parce qu'ils ont encore quelque chose à dire. Mais arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Combien de fois sommes-nous hantés par quelque chose de notre propre passé? Combien de fois laissons-nous des choses non résolues nous hanter, comme si elles étaient notre propre Yurei intérieur? Un regret que l'on n'arrive pas à surmonter, une culpabilité qui nous ronge, un au revoir qui n'a jamais été dit. Tout cela peut nous piéger dans des cycles que nous ne pouvons pas briser. Le Japon a des rituels pour aider les esprits à passer en paix. Offrandes, prières, cérémonies. Mais dans la vraie vie, que pouvons-nous faire pour libérer ce qui nous hante? Parfois, tout ce qu'il faut, c'est le pardon. Parfois, nous devons simplement accepter que nous n'aurons pas toujours toutes les réponses. Les surets nous rappellent que le passé peut nous retenir. Mais ils nous enseignent également que nous seuls pouvons décider quand il est temps de passer à autre chose. Dans les prochains chapitres, nous rencontrerons d'autres personnages, énigmatiques, et réfléchirons à la manière dont ces histoires vivent encore parmi nous. Chapitre 6. Jorogumo. L'araignée séductrice et le danger du charme. Parmi les légendes les plus fascinantes et effrayantes du folklore japonais, l'histoire de Jorogumo, l'araignée séduisante, se distingue. Son nom signifie littéralement « femme araignée », et elle est décrite comme une créature capable de se transformer en une belle femme, attirant les voyageurs imprudents sur son territoire. Mais derrière son apparence charmante, se cache un prédateur impitoyable, qui tisse ses toiles pour piéger ses victimes et les dévorer. Le Jorogumo est connu pour sa ruse. Elle utilise sa forme humaine pour séduire les hommes, les enveloppant de sa beauté et de son charme. Lorsque la victime se perd dans son leurre, elle révèle sa vraie nature, une araignée gigantesque aux crocs acérés et aux griffes implacables. Sa toile, souvent invisible, est un symbole de contrôle et de manipulation, et ceux qui y tombent s'en échappent rarement. Mais derrière l'histoire de Jorogumo, il y a aussi une réflexion importante. Dans quelle mesure sommes-nous conscients des étoiles qui nous piègent dans la vie quotidienne? Combien de fois nous sommes-nous laissés séduire par quelque chose qui semble irrésistible, mais qui est en réalité un piège? Qu'il s'agisse d'un désir de statut, d'une relation toxique ou même d'une obsession pour quelque chose de passager, nous pouvons tous être trompés par les apparences. Jorogumo nous enseigne que le danger n'est pas toujours évident. Elle se présente souvent comme quelque chose d'attirant, quelque chose qui semble nous donner ce que nous désirons, mais qui, au fond, ne fait que nous emprisonner. Et tout comme les victimes de Jorogumo, on nous fait croire qu'il n'y a pas d'issue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cependant, la véritable leçon de cette légende réside dans l'idée de voir au-delà de la surface. Le Jorogumo n'est pas seulement une araignée, c'est le reflet des tentations qui nous éloignent de notre véritable chemin. Savoir quand résister et regarder les conséquences avant d'agir est une leçon précieuse. Dans les chapitres suivants, nous continuerons à explorer le monde fascinant des yokai et à réfléchir à la manière dont ils influencent encore nos vies de manière mystérieuse. Chapitre 7. Kappa. Le monstre aquatique et le prix de la vanité. À la fin de notre voyage, nous rencontrons l'une des figures les plus emblématiques et en même temps les plus singulières du folklore japonais, le kappa. Cette créature, mi-homme, mi-tortue, vit dans les rivières et les lacs du Japon et est connue à la fois pour sa nature espiègle et sa capacité à faire des ravages. Son corps est recouvert d'écailles vertes, avec une carapace semblable à celle d'une tortue, et sa tête est plate, comme un bol. Mais ce qui rend le kappa vraiment effrayant, c'est son comportement. Il adore faire des farces et est souvent dangereux. La légende la plus répandue sur le kappa raconte qu'il défie les gens à un jeu de sumo, et que si la victime tombe dans son piège, le kappa l'entraîne au fond de la rivière. Mais il y a quelque chose de plus particulier dans cette histoire. Le kappa a une faiblesse. Dans sa tête, il y a une cavité remplie d'eau. Et si cette eau se renverse, le kappa perdra toute sa force. Cela signifie que pour le vaincre, il suffit de le faire se pencher en avant et de verser l'eau de sa tête. Maintenant, si nous regardons le symbolisme de kappa, nous pouvons voir une leçon puissante. Souvent, nos plus grandes peurs et nos plus grandes difficultés
ont une faiblesse évidente, mais nous y sommes aveugles. Le Kappa, malgré toute sa malice et son pouvoir, est en réalité vulnérable, et cela peut être une métaphore de la vanité et de l'orgueil humain. Combien de fois nous laissons-nous dominer par une force ou une image qui, en réalité, est fragile? Parfois, notre propre perception d'invincibilité ou d'autosuffisance est notre plus grande faiblesse. L'histoire de Kappa est également un avertissement sur les dangers de sous-estimer les conséquences de nos actes. C'est un monstre aquatique, mais la plus grande menace qu'il représente n'est pas tant sa force physique, mais la façon dont il exploite les faiblesses des autres. Et si nous nous laissons emporter par l'arrogance comme le Kappa, nous risquons d'être entraînés par les pièges mêmes que nous créons. Mais Kappa nous enseigne aussi quelque chose de très précieux. Lorsque nous prenons conscience de nos faiblesses et que nous les gérons intelligemment, nous pouvons transformer ce qui semblait être un obstacle en une opportunité. La vraie force, comme la vraie sagesse, réside dans la reconnaissance de nos limites et dans l'apprentissage de les surmonter. Nous concluons ainsi notre exploration des créatures du folklore japonais. Mais, comme nous l'avons vu, les histoires de yokai ne parlent pas seulement de monstres. Elles sont souvent le reflet de nos propres luttes intérieures, de nos peurs et de nos vertus. Le surnaturel, au fond, n'est qu'une façon de comprendre la nature humaine. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le folklore japonais et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont les mythologies du monde entier se connectent à notre vie quotidienne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un commentaire avec ce que vous avez le plus aimé et partagez-le avec vos amis. À la prochaine, où nous continuerons à explorer les mystères du monde.